Comment reconnaître les dérives sectaires et comment aider les victimes ? Répondre à ces questions ne coule pas de source. Le bon sens et la bonne volonté, comme la bienveillance, s'ils sont primordiaux, ne suffisent pas. L'expérience seule non plus d'ailleurs, et les travaux menés par des spécialistes adjoints à ceux de commissions d'enquête ont concouru à débroussailler le terrain et tracer des pistes pour la reconnaissance et la lutte contre les dérives sectaires. Des critères ont été définis comme autant d'indicateurs qui permettent de caractériser le risque sectaire. Un seul de ces indices ne satisfait pas aux conditions requises et il faut en relever un faisceau dans un même cas pour permettre de qualifier une dérive sectaire. Parmi ces critères, il en est un incontournable, la déstabilisation mentale. De même, nous demeurerons attentifs à ces signaux, la rupture d'une personne avec son environnement d'origine, les exigences financières exorbitantes dont elle fait l'objet, l'embrigadement des enfants, le discours antisocial, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, les démêlés judiciaires fréquents, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, le trouble à l'ordre public, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Nous avons vu, dans les précédentes vidéos, où et comment les groupes à caractère sectaire pratiquent leur recrutement. Il s'agit maintenant de pouvoir déceler chez un proche l'existence ou la proximité d'un embrigadement dans une dérive sectaire. La Miviludes, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, propose, sur la base des dossiers qui lui ont été confiés, un inventaire non exhaustif de comportements qui devrait appeler à la circonspection. Adoption de nouveaux éléments de langage, modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires, refus de soins ou arrêt des traitements médicaux régulièrement prescrits, situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel, engagement exclusif pour un groupe avec une soumission aux dirigeants, perte d'esprit critique, réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles, existence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, manque de sommeil. Parlons un peu plus d'un des aspects qui, en quelque sorte, coiffe les autres, l'emprise mentale. Cette dérive des dérives est essentielle dans la captation des personnes et de leurs biens. C'est une donnée fondamentale en matière de lutte contre les dérives sectaires et le délit doit être constitué, si l'on peut dire. Le cumul de 5 indicateurs de l'emprise mentale sur les 9 proposés est nécessaire pour caractériser l'emprise mentale, selon la définition établie par le professeur Paquet. 1. La rupture imposée avec les modalités antérieures des comportements, des conduites, des jugements, des valeurs, rupture avec ses anciennes valeurs. 2. L'occultation des repères antérieurs et la rupture dans la cohérence de la vie antérieure du sujet, rupture avec sa vie antérieure. 3. L'adhésion et l'allégeance inconditionnelle à une personne, un groupe, une institution, allégeance inconditionnelle. 4. La mise à disposition complète, progressive et extensive de la totalité de sa vie à une personne ou à une institution, don total de soi. 5. La sensibilité accrue dans le temps aux idées, aux concepts et aux prescriptions, sensibilité accrue à la doctrine. 6. La dépossession des compétences d'une personne avec une anesthésie affective et une altération du jugement, perte de sa personnalité et de son jugement. 7. L'altération de la liberté de choix, renoncement à son libre arbitre. 8. L'imperméabilité aux avis, aux attitudes et aux valeurs de son environnement, avec une impossibilité de se remettre en cause et de promouvoir un changement, voire de croire qu'il soit possible. Adhésion totale au dogme. 9. L'induction et la réalisation d'actes gravement préjudiciables à la personne, capacité acquise de nuire et de se nuire. Voilà pour ce qui concerne les signaux d'alerte pour les personnes elles-mêmes. On imagine bien que les groupes à caractère sectaire ne s'intéressent pas aux gens uniquement pour augmenter le nombre de leurs adeptes. Il se trouve que les gourous ne dédaignent qu'exceptionnellement l'abondance matérielle. Les dérives sectaires en veulent à vos biens aussi. Surtout. Il n'est pas si compliqué de repérer une influence sectaire en observant les comportements d'une personne visée en termes de finances. Pardon d'avance, c'est encore un quasi-catalogue. Acceptation d'exigences financières de plus en plus importantes. Engagement dans un processus d'endettement. Legs ou donation à des personnes physiques ou morales. Obligation d'acheter ou de vendre certains matériels ou services comme condition incontournable d'appartenance au groupe.
participation à des conférences, stages, séminaires, retraites en France ou à l'étranger, existence d'escroqueries ou de publicité mensongère sur les qualités d'un produit ou d'un service. On va faire l'impasse ici des autres dérives notoires des groupes à caractère sectaire dans le domaine de la vie sociale et démocratique. Ce dernier terme de démocratie étant honni des groupes en question, même lorsqu'ils le portent en étendard pour ouvrir leurs écoles ou pour tenir des réunions publiques. Retenons juste que les agissements de certains de ces groupes, discours antisociaux, critiques des institutions, troubles à l'ordre public, perturbations volontaires du fonctionnement de services publics, saccage de biens privés, mensonges, diffamation, sont tout sauf exceptionnels. Maintenant, imaginons que, armés de nos nouvelles connaissances du sujet, on a effectivement décelé dans le comportement d'un proche les signes d'une emprise sectaire. Alors, comme dit l'autre, on fait quoi maintenant ? Il y a une histoire pour illustrer notre propos, une parabole. C'est un type qui est debout sur un escabeau sans raison apparente, au risque de se casser la figure. Nous savons que sa posture est dangereuse et qu'il devrait redescendre. Deux solutions. Nous pouvons lui expliquer qu'il serait mieux les pieds sur terre, lui apporter des preuves, prendre le temps de discuter, d'échanger, de le convaincre qu'on est tellement plus à son aise avec les semelles sur le plancher. Ou on peut balancer un grand coup de pied dans l'escabeau et le gars sera bien plus vite au niveau du sol. La deuxième solution est rapide, mais le résultat n'est pas du tout acquis. La première chose que notre sujet voudra faire, c'est probablement de regagner avec indignation son perchoir. La première méthode est la plus coûteuse en temps, en énergie, en discussion, en psychologie, mais le résultat devrait être plus durable. C'est un long jeu de déconstruction. Les adeptes ne doutent pas. Ils ne se considèrent pas comme des victimes. Ils ne sont pas conscients du préjudice subi et ils vont rejeter notre proposition d'aide comme une persécution. On n'a pas dit que c'était simple. Elle est longue et sinueuse, la route vers la sortie d'un groupe à caractère sectaire, et encore faut-il que la victime ait envie d'entamer cette entreprise ardue. Tout le chemin est à refaire à l'envers. Et en plus, on peut compter sur ses co-religionnaires pour entraver sa marche vers la liberté. Pression, menaces, séduction, promesses renouvelées, tout sera bon pour retenir l'adepte au sein du mouvement. Concrètement alors, lorsqu'une victime exprime un désir de quitter son groupe, que vous en êtes le proche témoin, quelle est la conduite opportune à tenir ? La première possibilité est de contacter la Mivilude, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Des associations offrent des réponses, mais ce n'est là que le début d'un processus. L'entourage aura un rôle primordial à jouer, comme la famille, particulièrement en ce qui concerne les mineurs et les jeunes adultes. Ces derniers ont, de fait, plus de conflits de loyauté. Dans un premier temps, les proches auront intérêt à rencontrer des gens qui auraient vécu des situations similaires. Il conviendra de garder le contact, surtout ne pas rompre le dialogue avec celui ou celle qui veut échapper à l'emprise d'un mouvement sectaire. On doit savoir que c'est long, que durant le processus, il faudra peser sans écraser, écouter sans juger, apprendre autant que possible le fonctionnement du groupe et de son ou ses gourous. On l'a dit, il y a des associations qui peuvent t'aider à s'orienter, comme le CLPS, Cercle laïque pour la prévention du sectarisme, l'UNADFI, Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de secte, le CCMM, Centre contre les manipulations mentales, l'AFSI, l'association Alerte Faux Souvenirs Induits, Psychothérapie Vigilance, l'INAVEM, le CAFES. Vous trouverez leur site internet dans le générique de cette vidéo. Bref, vous n'êtes pas seul, les victimes ne doivent pas l'être non plus.